Alors, bonjour, bienvenue tout le monde à cette journée sur les transports et la logistique. Je m'appelle Jean-François Bruno, je suis conseiller au partenariat du CIREL chez Ivado. Ma collègue Lilia Djemaï et moi-même allons à tour de rôle nous succéder pour animer cette journée. Aujourd'hui, le temps est très précieux, les présentations durent seulement 25 minutes, donc on vous invite à poser vos questions dans le module questions sur Swapcard. N'hésitez pas à interagir, mais il n'y aura pas d'audio. Donc, nous allons faire les interventions pour vous. Et bon, la période de questions pourrait durer environ 5 à 7 minutes. Posez vos questions le plus tôt possible parce qu'il y a un délai entre ce que vous voyez et l'enregistrement vidéo qui est fait. So good morning, everyone. Welcome to this Transport and Logistics session. I'm Jean-François Bruno, Partnership Advisor at CIREL for Ivado. And my colleague Lilia Djemaï and I will alternately moderate this session. Time will be very precious today because we have 6 parallel tracks and we want to synchronize them. So there will be an automatic cutoff at the end. So if you have questions, please put them in the question module in Swapcard as soon as possible. There will be no audio, so the interaction will be ensured by the moderators. So you can identify yourself and don't hesitate to type all the questions you have as soon as possible in the question module. So we now have the pleasure to introduce you to our first speakers of the day, Mathieu Gagnon from SNCF and Hugo Côté from University of Montreal. Donc, notre toute première présentation de la journée va être donnée par messieurs Mathieu Gagnon de la SNCF et Hugo Côté de l'Université de Montréal. M. Côté possède un baccalauréat en mathématiques et une maîtrise en informatique de l'Université de Montréal, où il poursuit actuellement son doctorat en informatique. Sa thèse est réalisée en partenariat avec la SNCF, en alternant les séjours en France où il travaille dans les bureaux de la direction Innovation et Recherche, sur l'amélioration du réalisme des simulateurs ferroviaires, en particulier sur la prédiction des horaires de train. M. Gagnon est ingénieur, titulaire d'une maîtrise en génie industriel de Polytechnique Montréal, actuellement chef de projet à SNCF Innovation Recherche dans la région parisienne. Il travaille sur des sujets d'aide à la décision en temps réel, faisant appel aux techniques larges de l'intelligence artificielle, l'optimisation, la science des données, cognitique, et il développe des prototypes à destination des opérateurs en centre opérationnel à la SNCF. Messieurs Gagnon et Côté, la parole est à vous. Merci Jean-François. Je pense que la présentation va arriver, voilà. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui avec Hugo, on va vous présenter les travaux qu'on mène autour de l'amélioration du réalisme d'un simulateur de l'exploitation ferroviaire. Donc c'est des travaux qui sont focalisés sur un simulateur qu'on a développé à la SNCF, mais qui pourrait être étendu à d'autres simulateurs ou à d'autres contextes. Je vais commencer par une introduction et quelques généralités sur le simulateur. Alors pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a besoin de modéliser l'exploitation ferroviaire? Il y a 3 raisons, ou en tout cas 3 familles de cas d'usage que je vais vous présenter. Le premier, c'est la conception horaire, la conception de réseau. Le deuxième, c'est plutôt tout ce qui a trait à l'aide à la décision en temps réel, pour la régulation du trafic, par exemple, pour aider les opérateurs à réguler le trafic en temps réel. Aussi pour gérer les ressources en temps réel, les ressources qui sont les rames, les agents, enfin les conducteurs, les agents à bord comme les contrôleurs. Voilà, donc c'est cette deuxième famille. Et la troisième famille qui est plutôt portée sur le post-opérationnel, qui consiste à faire du retour d'expérience pour reproduire ou non, dépendamment si ça s'est bien passé ou pas, les opérations qui se sont déroulées le jour J. Donc classiquement, il y a 2 types d'approches qui permettent de résoudre ce genre de questions, ou en tout cas d'aider la décision pour ce genre de problème. À gauche, on a des approches plutôt explicites, qui font souvent appel à de l'expertise métier. Et on utilise souvent de la simulation pour les cas d'usage que je viens de lister. Et à droite, on a plutôt des approches issues des données qui font appel donc à des méthodes, disons, statistiques, de l'analyse de données ou même de l'apprentissage automatique. Donc nous,
pour positionner nos travaux, ça se situe entre disons, les deux types de méthodes. Notre objectif, c'est de réduire la différence entre la simulation et la réalité, pour le simulateur que je vais vous présenter juste après. Pour caricaturer, on vise un petit peu à calibrer le simulateur, mais ça va un petit peu au-delà. L'idée, c'est aussi d'essayer de comprendre toutes les interactions entre les composantes du système qu'est l'exploitation ferroviaire, à l'aide notamment de données. Je passe maintenant à quelques généralités sur le simulateur en question. Donc c'est un simulateur à événements discrets. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être faire la comparaison avec un simulateur temporel, qui lui utilise un pas de temps pour modifier ses objets au fur et à mesure de l'avancement du temps. Un simulateur événement discret, le temps progresse d'un événement à un autre. Ici, les événements, ce sont les passages des trains aux différents points du réseau. Et donc, on utilise notamment pour faire avancer les trains les temps de parcours théoriques qui sont prévus dans le plan de transport. Donc, le plan de transport, c'est en particulier les horaires des trains. En termes de granularité du réseau, on est sur le point remarquable. Bon, c'est un peu voilà, vous verrez après ce que ça veut dire sur des images. Et on représente aussi, on modélise certaines règles d'exploitation. Notamment, les trains sont positionnés sur des voies qui sont représentées comme des files d'attente. On a des contraintes d'espacement à respecter entre les trains, ce qui vise à représenter la signalisation et la propagation des retards dans le réseau. Et on modélise aussi l'ordonnancement au niveau des bifurcations. Et c'est ce qui permet, en fait, finalement, c'est le retard que vient ajouter la simulation, ce genre de règles. Quelques caractéristiques, donc on peut simuler sur des périmètres assez larges avec des temps de calcul très courts. Un exemple rapide, sur un axe TGV complet qui fait Paris-Bordeaux, donc c'est en France, hein, plus les trains régionaux en interaction, on est à 1 seconde pour 100 000 événements. Et le simulateur peut être utilisé pour des cas d'usage à froid comme à chaud. Donc voilà une petite illustration du réseau. Je vais vous demander juste de vous concentrer sur la partie qui est sur la loupe. Donc c'est le réseau qui est en Bretagne, à l'ouest de la France. C'est juste pour vous montrer entre Rennes et Laval un petit peu ce à quoi fait référence le réseau. Donc ici, en jaune et en rouge, on a les fameux points remarquables dont je parlais tout à l'heure. C'est juste les nœuds du réseau, en fait, qui correspondent à des points du réseau. Et en vert, on a les différents tronçons. En entrée et en sortie, d'abord en entrée, donc voilà, on a les horaires théoriques d'arrivée, départ des trains aux différentes stations et aux différents points du réseau. On définit un certain nombre de modules qui visent à modéliser les comportements du système ferroviaire, de l'exploitation ferroviaire. Donc la signalisation, la propagation des retards, l'ordonnancement. On peut aussi injecter des scénarios, comme des scénarios de retard à certains points du réseau. On peut affecter des ressources aussi. Et dans certains cas d'usage, on utilise des observations des trains passés pour deux types de cas d'usage. Des cas d'usage temps réel, où là, on branche finalement le simulateur à un flux de données de géolocalisation temps réel. Et pour des cas d'usage plutôt de rejeu de situations réelles, on se branche à des flux de données historiques, ce qui permet de simuler de représenter un flot temps réel, en quelque sorte. Et en données de sortie, donc, on obtient voilà, évidemment les horaires simulés des trains aux différents points du réseau. On peut obtenir tout un tas d'indicateurs, et en particulier le retard au terminus, par exemple. Et également, la petite image que vous voyez ici, on voit les liens de cause à effet des retards qui ont été qui se sont produits en simulation, et c'est toutes les contraintes dont je vous ai parlé tout à l'heure qui amènent à ces retards. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vais laisser la parole à Hugo qui va vous parler d'une partie de ses travaux de thèse. Ok. Donc, bonjour, moi je vais vous parler de la calibration du simulateur en vue d'améliorer son réalisme, qui est un des sujets de ma thèse. Donc, c'est un travail qu'on entreprend avec toute l'immense banque de données qui a été accumulée à travers des années concernant les horaires réalisés des trains. Mathieu? Le simulateur est modulaire. Il est constitué de plusieurs modules qui chacun vient capturer un des aspects de l'exploitation. Ces modules-là peuvent être rajoutés ou enlevés à la volée, disons pour capturer
les aspects qu'on veut simuler. Par exemple, on peut développer un module qui viendrait prédire l'heure de départ des trains, les décisions de régulation, par exemple les dépassements ou les réordonnancements des trains, les temps d'attente en gare des trains, les temps de déplacement, la signalisation. On peut venir chercher à améliorer la qualité des données d'entrée qu'on vient fournir au simulateur pour améliorer ce qui en sort. On peut venir décider de capturer, disons, la météo, ainsi de suite. On a une panoplie d'aspects d'exploitation à modéliser. Et puis, c'est difficile, a priori, disons, d'estimer le gain en réalisme qu'on viendrait chercher en modélisant chacun de ces aspects-là. C'est difficile aussi de comprendre, en quelque sorte, les relations non triviales d'interdépendance entre les modules qu'on viendrait développer. Et puis, donc, une conséquence de ces deux observations-là, c'est que c'est difficile d'ordonner, en termes d'ordre de priorité, le développement de chacun de ces modules-là. On peut être tenté de se focaliser dans le développement de tel module parce qu'on apprécie et on trouve intuitivement qu'il est important, mais ça se peut qu'en fait qu'il y ait un gain assez modeste à aller chercher ou qu'il soit excessivement long à développer par rapport au gain. Mathieu? Donc, j'aimerais parler d'un module en particulier, qui est le module de prise de décision d'ordonnancement des trains aux convergences. Une convergence, c'est un endroit du réseau, donc ici tel que montré par un graphe, qui est, sur lequel il y a plusieurs points d'entrée, mais un seul point de sortie. Les trains arrivent à la convergence, et puis, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que dans la réalité, il y a un train qui soit mis en attente pour laisser passer un autre train qui provient d'une autre branche. La décision est prise par un humain qui prend en ligne de compte toute une panoplie de paramètres. Et puis, la décision est fondamentalement prise par un humain. Et puis, nous, ce qu'on peut vouloir faire, c'est utiliser les banques de données qui ont été générées au fil des ans pour développer des modèles statistiques ou d'intelligence artificielle pour venir mimer les décisions prises par les humains. Mais des questions qui nous intéressent vraiment, c'est bon, si on décidait d'aller dans cette direction-là, puis d'implémenter un module qui viendrait prendre des décisions de régulation sur le réordonnancement des trains aux convergences, c'est quoi le gain qu'on veut venir chercher en réalisme? Est-ce que c'est important? Puis par rapport aux autres modules, qu'est-ce que ça dit? Et puis, donc, une solution pour aborder ces questions-là, c'est d'implémenter ce que j'appelle un module Oracle. Le module Oracle, lorsque deux trains se pointent à la convergence, fait simplement consulter, il triche en quelque sorte, il consulte les données réalisées qui ont été faites pour ces deux trains-là à la journée donnée. Il regarde quel train est passé en premier, puis suggère simplement au simulateur de calculer le comportement réel qui a été observé. Le module Oracle, en quelque sorte, représente un modèle statistique parfait qui triche en l'idée de toujours donner une bonne prédiction. Et puis, implémenter ce genre de module-là nous permet tout de suite de venir comprendre c'est quoi la bande supérieure qu'on peut venir chercher en termes de gain de réalisme en implémentant correctement, disons, la prise de décision de réordonnancement. Donc, Mathieu? En général, on peut généraliser l'approche. Ce que j'appelle un module Oracle, c'est un module de contrôle de la simulation qui viendrait consulter les données futures d'exploitation, en quelque sorte encore inconnues, de telle sorte à influencer le comportement du simulateur pour venir mimer les comportements réels qui ont été observés, tout en restant confiné à la tâche précise. Par exemple, l'Oracle pour les convergences, il consulte les données réalisées, mais dans le seul but d'orienter les prises de décision des convergences, il ne fait pas autre chose. Et puis, on peut avoir des oracles, par exemple, pour deviner l'heure de départ des trains, les décisions de réordonnancement, des temps d'attente en gare ou de déplacement, ou bien les modifications en temps réel qui sont apposées au plan de transport qui concerne l'horaire des trains. Donc, Mathieu. Une des premières tâches lorsqu'on développe un module, c'est de venir comprendre c'est quoi le comportement du module en absence, le comportement du simulateur en absence de module. On peut être tenté de ne pas vouloir, disons, implémenter un module naïf en se disant c'est naïf, mais souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que le comportement par défaut du simulateur en l'absence d'aucun module est encore plus naïf que ça. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui arrive au simulateur en l'absence de module. Regardez si ça vaut la peine d'implémenter quelque chose. Ensuite, implémenter un oracle pour venir quantifier un peu le gain en réalisme, pour venir chercher. Si on apprécie ça,
mais on peut passer en troisième à implémenter soit un modèle statistique réel ou une heuristique raisonnable. Puis, toute panoplie de bénéfices qu'on peut venir chercher. Premièrement, ça nous permet de venir explorer rapidement toutes les perspectives d'amélioration du réalisme, pas cher, parce qu'on n'a pas besoin d'implémenter des modèles statistiques pour venir quantifier après ça le gain en réalisme. On peut venir tout de suite chercher une bande supérieure sur les gains en performance. Ça nous permet de comprendre rapidement c'est quoi l'interdépendance entre les modules, ou pour chacun de ces modules-là, ce qu'on s'attend, c'est que ça s'inscrit dans une certaine courbe de rendement décroissante, où à partir d'un certain point, on se dit, on simule assez bien cette réalité-là, on est mieux de passer à un développement d'un autre module. Et puis, si on a des bandes supérieures sur la qualité des gains qu'on peut venir chercher pour chaque module, ben, on sait où on se trouve dans la courbe de rendement décroissant. Et puis, on peut tester la qualité du simulateur avec tout un paquet de sous-ensembles de ces oracles et de ces modules pour regarder dans quel ordre on serait mieux de les implémenter lorsqu'il va venir le temps pour les implémenter concrètement avec des vrais modèles statistiques. Donc, Mathieu. Et puis, donc finalement, quand je parle d'améliorer le réalisme du simulateur, il y a certaines métriques, des indicateurs de performance clés qui nous intéressent, qu'on développe bon. Et puis, un d'entre eux, par exemple, c'est l'erreur absolue moyenne en fonction de l'horizon de prédiction, ou l'erreur médiane en fonction de l'horizon de prédiction, ou bien une autre réalité que l'on peut vouloir s'intéresser, c'est la qualité du simulateur en tant que classificateur binaire. Si, par exemple, on considère qu'un retard important, c'est à partir du moment qu'un train est en retard à partir du moment où il arrive à son terminus 5 minutes de retard, mais on peut voir ça comme un problème de classification binaire. Qu'est-ce que le simulateur dit versus qu'est-ce qui est arrivé. Et puis, on peut vouloir s'intéresser, disons, au taux de faux positifs ou de faux négatifs dans cette classification-là. Et puis, donc, ça donne la courbe ROC que vous voyez à droite de l'écran. Donc, ça, c'est les métriques qui nous intéressent. Et puis, exact. Donc, c'est tout pour ça. C'est tout pour ma partie. Je vous remercie d'avoir participé à cette présentation. Merci. Merci beaucoup, messieurs. C'était très intéressant. Je peux peut-être casser la glace parce qu'il n'y a pas de questions là, dans le chat. Je peut-être pourrais inviter les gens à les poser dès maintenant. Moi, je suis un peu curieux. Je vais poser une question naïve là, à l'image d'un des modules que vous avez fait. Comment qualifieriez-vous votre projet? Est-ce que c'est simple ou complexe d'emblée quand vous attrapez? Est-ce que vous avez l'impression que vous attaquez un problème simple ou complexe? Je vais y aller d'abord et Hugo, je te laisse compléter peut-être. Je dirais complexe dans le sens où en fait on cherche à modéliser un système qui est complexe, qui est l'exploitation ferroviaire, qui a beaucoup de composantes différentes qu'on cherche à modéliser du coup avec des oracles pour voir la façon dont il faudrait les modéliser. En fait, il y a à la fois la circulation des trains, il y a toutes les ressources qui peuvent avoir un impact sur sur le retard des trains. Il y a tous les aléas du système qui sont plus ou moins prévisibles, qu'il faut modéliser ou pas. Hein, tout est pas forcément possible de les modéliser. Donc, je dirais plutôt complexe. Hugo, si tu veux compléter, quand même carrément complexe. Hein. Ouais, moi aussi, j'irais vers complexe. Parce qu'il y a en quelque sorte, il y a une quantité infinie d'avenues pour les perspectives de développement. Puis c'est difficile de situer par rapport à tout ça. Des fois, on peut être tenté, par exemple, des fois de développer des heuristiques, des modèles statistiques très complexes pour résoudre des problèmes, alors que pour certains cas, des heuristiques simples font 80% du gain en réalisme, alors que pour d'autres, c'est le cas au total. Par exemple, il y a une immense question par rapport à la création des bases de données à partir duquel on entraîne les simulateurs. Et puis, chacun des aspects doit recevoir, on dirait, une attention particulière pour être bien faite. Et puis, oui, c'est exact. J'irais plus faire complexe. Est-ce qu'on pourrait résumer en disant que c'est un problème complexe, mais parfois les solutions simples
sont les meilleurs? Je peux laisser Mathieu. Oui, je pense que, comme disait Hugo, dans certains cas, si on effectivement, si on discrétise en différents modules pour représenter les différents comportements qui ont lieu dans le système, peut-être que certaines solutions très simples peuvent être bonnes. Un exemple, par exemple, c'est le cas de l'ordonnancement en zone de convergence. On se rend compte que la question est... finalement, aujourd'hui, le module qui est utilisé, c'est un first in, first out. Donc, premier arrivé, premier servi. Et on se rend compte que au final, c'est pas forcément une mauvaise approximation que de prendre cette règle, qui est très simple, par rapport à des modèles statistiques qui viendraient apprendre vraiment les comportements qui sont... c'est les comportements du régulateur, en fait, qui dispatchent les trains. Et en fait, un FIFO, c'est très simple et dans beaucoup de cas, et c'est en fait ce qu'on a envie de chercher. Dans combien de cas le FIFO est vraiment ce qui est utilisé en pratique, mais dans beaucoup de cas, a priori, c'est plutôt ce qui se passe, quoi. Hugo, si tu veux compléter. Non, je suis correct avec ça. Okay. Une question de Charles Florent de chez Giro. Il demande quelles sont les distributions que vous avez utilisées pour les temps de parcours et de retard, les distributions. Justement, il y en a pas pour le moment. Aujourd'hui, on se base sur les temps de parcours théoriques. L'objectif des travaux qu'on mène avec l'Université de Montréal, c'est d'aller plus loin. Une approche, ça pourrait être effectivement d'utiliser des distributions. Sauf que nous, on est plutôt intéressé pour le coup sur des cas d'usage de prédiction et c'est pas forcément... si on utilise des distributions, du coup, il faudra aller sur de la simulation stochastique, faire des tirages dans des distributions. Et comme on a en temps réel pour faire de la prédiction des retards en temps réel, on a une contrainte de temps de calcul qui fait qu'on doit peut-être trouver d'autres solutions que de tirer des temps de parcours dans des distributions. Mais oui, c'est une solution qui pourrait être utilisée. Et je pense que Hugo voudrait comparer un peu la performance au final, dans sa thèse, d'approches un peu stochastiques et d'approches disons moins classiques de combinaison de simulation événements discrets avec de l'apprentissage automatique. Hugo, il y a un sujet par rapport à ça. Par exemple, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est on entraîne le simulateur sur à froid. Hein, et puis, on peut, durant la phase d'entraînement, venir calibrer un peu des distributions d'erreurs autour de nos prédictions, dire lorsqu'on prédit que tel TGV va arriver dans 2 heures à son terminus avec 5 minutes de retard, on a une distribution de probabilité sur l'erreur de cette prédiction-là, à la fois qu'on a calibrée. Et puis, lorsqu'on fait une simulation unique pour venir prédire, un TGV maintenant, en temps réel, on peut accompagner la prédiction de la distribution sur l'erreur qu'on connaît. Et puis, ça devient un sujet sur est-ce qu'on est mieux de faire... d'avoir une grande quantité d'ordinateurs qui roulent en parallèle pour faire, disons, 300 simulations puis offrir une distribution sur le temps d'arrivée du train, ou on est mieux de faire une seule, disons, simulation plus complexe avec plus de modules qui prend plus de temps et puis simplement d'accompagner la prédiction d'une distribution de probabilité sur l'erreur. Tout ça, c'est encore des sujets qui restent à explorer, mais c'est ça. Merci. J'ai une autre question de M. Didier d'Avignon. Il demande pour un système dynamique, d'un système de réseau ferroviaire avec beaucoup de changements dans le temps, c'est quoi l'approche que vous prenez pour maintenir la pertinence des jeux d'entraînement, pour faire comme un réseau? Je ne sais pas si la question est bien posée. Si, je pense, mais je vais te laisser, Hugo. Je ne suis pas sûr qu'on soit encore là, mais vas-y, Hugo, si tu veux. En fait, je pense que c'est Mathieu qui est le plus compétent par rapport à cette notion-là. C'est-à-dire que les plans de transport sont actualisés à certain intervalle de temps. Je peux laisser Mathieu expliquer un peu. Il nous reste 20 secondes environ, donc avant que ça coupe, je vous le dis tout de suite. OK. Bon, rapidement, mais sur les données, on peut faire des structures de graphes sur les données observées pour caractériser ça en entrée d'algorithme d'apprentissage, mais on n'est pas encore là. Bon, merci. J'inviterais, merci beaucoup, Mathieu Gagnon, Hugo Côté. C'était très intéressant. Puis j'invite les participants, si vous avez d'autres questions, vous voulez échanger avec les panélistes, n'hésitez pas à utiliser Swapcard.